Et on est ravis d'accueillir aujourd'hui pour cette conférence deux invités de prestige. À ma droite, Chantal Mouffe, que vous connaissez sans doute, qui est professeure de théorie politique à l'université de Westminster à Londres. On peut l'applaudir, la remercier d'être avec nous. On la remercie d'être avec nous, merci. Et François Ruffin, que vous connaissez aussi, rédacteur en chef de Fakir, député de la Somme. Alors on a voulu organiser cette conférence un petit peu comme un dialogue entre Chantal et François. On l'a intitulé « Théorie et pratique du populisme de gauche », avec l'idée peut-être de confronter les travaux théoriques de Chantal et puis peut-être des expériences pratiques mises en œuvre par François, notamment dans la campagne législative. Et puis j'imagine que dans ce dialogue, on abordera aussi beaucoup d'autres sujets. On va les laisser surtout dialoguer, peut-être s'interrompre. En fonction du temps qui nous restera à la fin, on prendra peut-être une ou deux questions de la salle, mais vu le nombre qu'on est, c'est pas facile à organiser. Je propose qu'on laisse surtout du temps à nos invités pour pouvoir dialoguer, pas forcément être dans une intervention et une autre intervention. On va les laisser la liberté d'organiser un peu le débat comme ils le souhaitent. Si de temps en temps, si je peux me permettre, moi, d'avoir une petite question et de vous relancer, je le ferai. J'essaierai peut-être d'illustrer ou d'exprimer ce que je crois un certain nombre de signataires de la France Insoumise ont dans la tête. Pas tous, comme ça que le débat et la discussion soient un petit peu dynamiques. Voilà, moi je ne veux pas parler plus longtemps, c'est surtout Chantal et François qu'on a envie d'entendre, donc je leur laisse la parole, je ne sais pas qui c'est qui commence, si c'est toi Chantal. Alors, je laisse la parole à Chantal, merci. Bon, bon après-midi à tous. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici avec la France Insoumise à Marseille. Je veux dire, c'est aussi je suis très heureuse d'avoir l'occasion de dialoguer avec François. En fait, ce dialogue, ça remonte. Il y avait longtemps qu'on avait envie de le faire. On s'était retrouvés il y a exactement un an à Toulouse lors du remue-ménage du parti de gauche à cette époque-là. Et François m'avait dit, au fond, toi, tu fais la théorie et moi, je fais la pratique. Ça serait bien qu'on ait une fois une discussion. Et je l'avais commenté à Manu, je ne sais pas si tu te souviens, et Manu m'avait dit, ça sera pour l'année prochaine, mais voilà, on est là maintenant. Alors, bon, depuis lors, un an a passé, il y a eu pas mal de choses, surtout, qui ont bouleversé plus la vie de François que la mienne, je veux dire. Mais parce qu'il il a été élu député après avoir fait une campagne magnifique. Donc, sa pratique a été extraordinairement enrichie pendant cette année. Donc, il va avoir à nous dire beaucoup plus de choses que si on avait eu le débat avant. Alors, on a décidé on va même faire des petites présentations pour commencer. Et puis, alors après, on va se mettre à dialoguer. Mais enfin, on ne va pas faire le dialogue absolument tout de suite. Je suis supposée parler de la théorie, et puis après, on va passer à la pratique. Alors, d'abord, pour commencer, ne vous effrayez pas, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie politique, mais il y a quand même deux petits prolégomènes théoriques qui, à mon avis, sont importants pour qu'on comprenne mon argument, parce que sinon, on ne comprend rien du tout à ce que j'entends par populisme de gauche. C'est-à-dire, populisme, c'est un terme qu'on utilise de manière vraiment incroyable, toujours de manière négative. Alors moi, quand j'utilise le terme populisme, je l'utilise comme une définition formelle. C'est-à-dire, je prends la définition qu'Ernesto Laclau, dans son livre « La raison populiste », a fait du populisme. Pour lui, le populisme, c'est une façon de construire la frontière politique. C'est-à-dire, ça n'est pas une idéologie, ce n'est pas un régime, ce n'est pas quelque chose qui a un contenu défini. C'est une façon de construire la frontière politique, des frontières entre le nous et le eux. Alors évidemment, vous comprenez tout de suite que ça s'inscrit dans une certaine conception de la politique. Il y a deux conceptions de la politique. Il y a la conception associative, on est là tous ensemble pour se mettre d'accord, et c'est l'espace de liberté. Il y a la conception qu'on appelle dissociative, dans laquelle je m'inscris. C'est non, la politique, ça va avec le conflit, ça va avec l'antagonisme. Et ça va voir avec la construction d'une frontière. Évidemment, si on part d'une conception associative, on ne comprend rien. Mais la politique, ça va voir avec la construction d'une frontière. Et aussi, un autre point important théorique
théoriquement fondamentale pour comprendre la stratégie du populisme de gauche, c'est que les identités politiques, ce sont toujours des constructions complètes discursives. C'est-à-dire que c'est pas... alors c'est ce qu'on a... on a développé ça très à fond dans le livre qu'on a écrit avec Ernesto Laclau, Hégémonie, stratégie socialiste. On critique ce qu'on appelle la condition essentialiste. Les identités, elles sont données déjà. Bon. Et il suffit dans la politique de les représenter. Alors on dit non, les identités, alors on parle d'identification justement pour dire que ce n'est pas quelque chose de donné, c'est quelque chose qui se construit. Et en fait, une grande partie de la politique, c'est précisément la construction des identités. Donc, dans ce cas-ci, la construction du peuple, dont on n'entend rien, dont on va ça va? Bon, dont on va discuter un peu plus tard. Mais donc, deux points. Bon, la politique, ça a à voir avec la construction d'une frontière. Hein, il y a des antagonismes et les identités. Non, je vais. Bon, comme ça va? Bon. J'aime pas trop ça, mais enfin bon. Oui, donc savoir la construction de la frontière, évidemment, elle peut se faire de manière différente. Et le populisme, la façon dont je l'utilise, c'est une stratégie de construction discursive. Quand je dis le terme discours ici, je peut-être dois insister sur le fait que les discours, c'est toujours des pratiques discursives. Hein, ce n'est pas uniquement du vocabulaire, de la linguistique. Ce sont des pratiques matérielles. Ce sont, par exemple, les pratiques artistiques sont importantes dans la construction. Il y a beaucoup de pratiques. Hein, donc, et ce qu'on appelle discursives, dans la fait, sont des pratiques, disons, au niveau qui produisent des effets symboliques. Bon. La populisme, c'est une stratégie de construction discursive de la frontière politique. Donc, c'est une certaine façon de construire la frontière nous-eux. Et c'est de construire la frontière nous-eux en termes de le peuple contre l'oligarchie. C'est ça, la stratégie populiste. Bon, ça, c'était pour clarifier. Alors maintenant, moi, la thèse que je défends, c'est qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux, dans la conjoncture dans laquelle nous vivons, parce que je ne fais pas des théories qui soient valables partout, universellement, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité que nous vivons aujourd'hui dans nos pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire politiquement? Comment est-ce qu'on va réagir? Parce que, comme je veux dire, bon, on vit un moment de crise de l'hégémonie néolibérale. Bon, mais elle peut aller, cette crise, dans des directions très différentes. Et comment est-ce que, bon, une politique que je continue à appeler de gauche, on en discutera par la suite, pourquoi j'insiste de gauche, à quoi elle doit consister? Alors, justement, ma théorie, c'est le populisme de gauche, c'est justement la façon dont laquelle on doit répondre dans la conjoncture actuelle si on veut aller vers ce que j'appelle une radicalisation de la démocratie. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans un moment qu'on peut appeler de moment populiste. Alors, un moment populiste, c'est un moment où il y a dans la société, mais c'est toujours lié à une crise d'hégémonie, c'est un moment où il y a toute une série de demandes sociales qui ne parviennent plus à s'exprimer à l'intérieur des cadres politiques habituels. Parce qu'ici, on distingue deux époques. Alors, il y a des moments plus institutionnalistes, hein, dans lesquels, bon, au moment où l'hégémonie qui a été établie fonctionne, se répète. Donc, à ce moment-là, bon, il y a des demandes toujours, mais le système peut toujours, de toute façon, y répondre. Bon. Mais il y a des moments où, justement, il y a beaucoup de demandes démocratiques qui s'expriment et qui ne trouvent pas les canaux, disons, ordinaires de la politique pour s'exprimer. Alors ça, c'est un moment populiste. Et nous vivons aujourd'hui dans un moment populiste parce qu'il y a une grande quantité de demandes que j'appelle des demandes démocratiques, parce que je crois que ce que nous vivons, c'est une série de résistances à la situation post-démocratique dans laquelle nous vivons. Post-démocratique dans le sens où, bon, bien entendu, ce sont des sociétés qu'on continue à appeler démocratiques, mais au fond, la démocratie fonctionne vraiment à vide parce que les deux idées fondamentales de la démocratie, les deux valeurs qui sont l'égalité et la souveraineté populaire ont été complètement remises aux oubliettes par le néolibéralisme. Hein. On ne parle plus d'égalité, on ne parle plus de souveraineté populaire. Quand on parle de la démocratie, on pense, bon, la défense du marché, de la libre entreprise, bon, c'est ça. Et il y a toute une série de demandes démocratiques qui veulent récupérer, remettre
au centre de la politique la lutte pour l'égalité et la lutte pour la souveraineté populaire. Alors pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Très rapidement, je crois qu'on peut distinguer deux effets du néolibéralisme, parce que la pause politique, c'est la conséquence de l'hégémonie néolibérale. Et je distingue d'un côté ce qu'on appelle la pause politique, ça a à voir avec l'évacuation de l'idée de souveraineté populaire, parce que la souveraineté populaire, elle requiert que quand les gens vont voter, ils ont la possibilité de choisir entre des programmes qui sont vraiment des programmes différents. Et évidemment, nous vivons dans des sociétés que j'appelle pause politique, parce que finalement, il n'y a plus de différence fondamentale entre le programme de la droite et le problème de la gauche. Donc, il n'y a plus... les gens, quand ils vont voter, ils n'ont pas la possibilité de choisir, de prendre une décision. Bon, c'est ça la pause politique. Et je crois qu'il y a pas mal de demandes, de résistance à ça. Mais il y a l'autre élément qui a alors plus à voir, pourrait-on dire, avec l'économie, c'est que nous vivons dans des sociétés qui se sont en procès rapide d'oligarchisation. Nos sociétés européennes aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas avant, durant ce qu'on appelait le modèle de l'après-guerre keynésien, le moment où le modèle social-démocrate était le modèle le plus accepté. Bon, aujourd'hui, avec le néolibéralisme, surtout la financiarisation du capitalisme, on a une société qui se polarise énormément entre, bon, bien entendu, les classes populaires, mais aussi la classe moyenne en voie de prolétarisation, de paupérisation, de précarisation, et puis, d'un autre côté, un groupe de plus en plus petit de super riches. Bon, c'est ça que j'appelle l'oligarchisation. Et bien entendu, ça montre que l'idéal d'égalité, c'est plus du tout quelque chose qui régit les politiques publiques aujourd'hui. Bon, alors ça c'est, à mon avis, ce qui est à l'origine de l'éclosion de toute une série de demandes démocratiques contre la post-démocratie. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ces demandes, elles proviennent de groupes sociaux très hétérogènes. Et c'est pour ça qu'on va devoir penser à une articulation en termes de peuple. Parce que, bien entendu, il y a les demandes, disons, plus traditionnelles de la classe ouvrière. Et puis, il y a des demandes aussi qui sont plus économiques, qui ont à voir justement avec cette classe moyenne qui est en train de disparaître, comme disent certains. Bon, ça, c'est un élément important. Mais il y a aussi toute une série de nouveaux antagonismes qui sont la conséquence du développement du capitalisme post-fordiste. Donc ça, c'est très typique des formes du capitalisme aujourd'hui. Et ça crée toute une série de modes qu'il y a un géographe britannique, David Harvey, qui parle d'accumulation par dépossession. Donc, et ça, pour se référer à toutes par exemple, les pratiques de privatisation, donc ce sont des choses qu'on vous retire. Et ça c'est absolument la conséquence, évidemment, de nouveaux antagonismes. Ces antagonismes n'existaient pas. Bon, et il y a aussi un troisième volet, pourrait-on dire, qui est toutes les demandes qu'on appelle des demandes pour la reconnaissance, le féminisme, l'antiracisme, et puis aussi toutes ces demandes qu'on appelle de minorités, enfin, ce qui a à voir avec la lutte LGBT. Donc, ça, ce sont toute une série de demandes démocratiques. Comme vous voyez, elles sont très hétérogènes. Mais je crois qu'il y a derrière toute une même volonté qui est de lutter contre l'évacuation de la souveraineté populaire et de lutter pour l'égalité. Alors, ce qu'il faut faire, une stratégie, c'est justement articuler toutes ces demandes hétérogènes à l'intérieur d'une volonté collective, d'un nous, mais ce nous doit être beaucoup plus transversal. C'est-à-dire, on ne peut pas, contrairement, parce qu'il reste encore des marxistes qui vous disent non, mais tout ça, c'est la contradiction capital-travail, c'est la classe ouvrière contre la bourgeoisie. Non, il est évident qu'aujourd'hui, ces catégories... Attention, j'insiste, je ne dis pas que la contradiction capital-travail a disparu. Il y a toujours un antagonisme là-bas, mais il y a d'autres antagonismes. Et une politique qu'on pourrait appeler progressiste, malheureusement, Macron nous a volé ce terme. C'est difficile de se référer là, parce que maintenant, chaque fois que je dis progressiste, je pense à Macron, et ça me produit de l'urticaire. Bon, enfin. Donc, il faut pouvoir... en fait... Ce qui est en jeu, c'est une volonté collective transversale, donc qui parvienne à créer un nous
qui soit beaucoup plus transversale. Et ça, c'est ce que l'idée de peuple représente. Hein. Il faut créer... Donc, le peuple, ce n'est pas les catégories populaires réellement existantes. Bon, le peuple, en fait, ça, dans la discussion qu'on a eue avec Jean-Luc Mélenchon au mois d'octobre dernier, je crois, à la Maison de l'Amérique latine, on le discutait. Le peuple, c'est toujours une construction politique. Hein. Le peuple, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est la population. Mais le peuple est toujours construit politiquement. Bon, ça, c'est pour vous dire pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui une stratégie populiste. Hein. Donc, en termes de construire le nous-eux, en termes de le peuple contre l'oligarchie. Bon. Alors, pourquoi appeler ça populisme de gauche? Bon, il y a toute une discussion là-dessus. Moi, je l'ai particulièrement avec mes amis de Podemos en Espagne, qui, eux, refusent, enfin, pas tous, mais une grande partie, refusent justement de se positionner en termes de droite et de gauche. Ils disent, et on les comprend, qu'au fond, le terme de gauche est tellement dévalorisé, surtout en Espagne, par l'équivalent du PSOE. Bon, et on pourrait dire la même chose en France, évidemment. Si on pense que la gauche, c'est François Hollande et le Parti socialiste, bon, on comprend qu'on ne veut pas se revendiquer de gauche. Hein. Bon, donc là, je comprends. Ils ont raison de dire non. Et d'ailleurs, par exemple, Inigo Errejón, avec lequel j'ai fait un livre de discussion, enfin d'échange, il dit, mais le mouvement du McKinsey, les gens ne se reconnaissaient pas du tout comme des gens de gauche. Donc nous, on ne veut pas... Alors, il disait, et je suis tout à fait d'accord avec lui, mais Podemos ne veut pas s'adresser uniquement aux gens qui, jusqu'ici, traditionnellement, ont voté à gauche. Nous, on veut aussi s'adresser à des gens qui, jusqu'ici, votent pour le Parti populaire, mais des gens qu'on peut gagner à notre cause, parce que ces gens-là souffrent aussi des privatisations, ils souffrent de ça. Donc, on ne veut pas s'adresser... alors, si on parle, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se reconnaître comme étant de gauche, ça ne veut pas dire que ils pensent qu'il n'y a plus de frontières, hein, parce que en fait, pas mal de gens qui disent non, la droite, la gauche, c'est fini, c'est parce qu'ils disent qu'il n'y a plus de frontières. Alors ça, c'est pas la position de Podemos, c'est la position de dire on ne peut plus construire la frontière en termes de droite et de gauche. Bon, alors je comprends ça et je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent, parce que mais moi, je ferai ici une distinction entre deux sens de la gauche. Il y a un sens de la gauche qui est, on pourrait dire, un sens sociologique. Hein, la gauche comme étant la représentation de certains secteurs, certains groupes sociaux, alors ceux-là dont les intérêts correspondent justement à des politiques de gauche. Bon. Il y a un autre sens. Alors ça, je crois que ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, si on veut créer une volonté collective, elle doit être beaucoup plus transversale, elle doit dépasser l'idée des gens qui, jusqu'ici, toujours se considèrent comme de gauche. Il faut vraiment gagner à la cause de la France insoumise, par exemple, des gens qui ne se sont pas jusqu'ici considérés comme étant de gauche. Et je crois que c'est possible, on en parlera. Mais continuer à appeler ça de gauche, pour moi, c'est important. Parce que je crois qu'il y a un autre sens de la gauche qui est, on pourrait dire un sens plutôt idéologique, normatif. La gauche, c'est ce qui se réfère à l'égalité, à la justice sociale. Et je crois que ça, on ne peut pas l'évacuer. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Il faut continuer à cette politique populiste, c'est-à-dire, c'est une politique populiste, mais qui défend ces valeurs-là. Donc, pour ça que j'insiste, mais en Espagne, il y a beaucoup, je ne sais pas, et aussi peut-être à la France insoumise, de discussions. Est-ce qu'il faut se présenter comme étant de gauche ou pas? Alors, on en discutera peut-être avec François. Il n'est pas question d'aller, quand on va faire campagne, dire « Ah, voilà, moi, je représente la gauche. Hein, » parce que, bon, ça peut... mais garder tout de même le sens que le genre de politique qu'on défend, ce sont des politiques qui tentent à radicaliser la démocratie, défendre l'égalité et défendre la justice sociale. Donc c'est dans ce sens-là que je crois que c'est un populisme de gauche qui distingue ça du populisme de droite, parce qu'il faut voir, c'est pour ça que j'insistais, que les identités sont toujours construites. Elles peuvent être construites de manière très différente. Et par exemple, cet ensemble de demandes démocratiques, de résistance à la post-démocratie, eh ben, il n'y a aucune évidence qu'elles vont nécessairement être construites de manière progressiste. Elles peuvent parfaitement être construites à travers un vocabulaire qui construit un peuple qui veut récupérer la démocratie, mais pour le garder pour lui, pour les nationaux. Je crois que
il est important de voir, dans le cas de la France, par exemple, Marine Le Pen construit un peuple. Elle construit un peuple de droite. Et il est justement important, on peut dire, bon, ben voilà, il y a un populisme de gauche. Pour moi, la France insoumise, c'est un exemple de populisme de gauche, où il y a un populisme de droite, bon, le Front National. Donc c'est pour ça, je crois qu'il est important de maintenir. Alors, mon ami Inigo Erregon, lui dit, ah non, mais parler de populisme de gauche, ça c'est une façon, dit-il, c'est du réconfort moral. C'est pour dire, ah oui, on est populiste, mais on est les bons populistes. Hein. Nous, on est de gauche. Bon, là, je ne suis pas du tout d'accord avec que c'est une façon de se réconforter moralement. Pour moi, c'est une façon de prendre position politiquement. C'est une façon d'insister sur le caractère partisan. Hein, on est politique, mais de gauche. Ça n'a rien à voir avec un truc de on est les bons. D'ailleurs, moi, je déteste ce vocabulaire moral, bon, mauvais, utilisé en politique. Hein. Il faut vraiment abandonner ça. Bon, alors... en fait, un dernier point sur la question de la gauche, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant de voir comment on peut comprendre la distinction droite-gauche, on peut l'entendre, et en général, c'est compris sur le modèle, c'est un clivage. Bon, donc ce sont des positions différentes, mais sur un espace qui est un espace commun. Hein, donc, ben voilà, on accepte d'une certaine façon, il n'y a pas d'alternative, le système actuel, mais à l'intérieur de ça, on dit oui, mais on peut avoir des politiques plus redistributives, il y a des positions un peu plus progressistes, il y en a d'autres. Bon, mais ça, je crois que justement, ce n'est pas la façon dont il faut comprendre la distinction droite-gauche. Parce que la distinction droite-gauche, si on la comprend dans le mode, c'est une frontière. Ça veut dire qu'il y a un antagonisme entre les intérêts du nous et du eux. Tandis que si on parle de clivage, on ne se réfère pas à l'antagonisme. On dit simplement des différences. Oui, on a des préférences. Mais alors, c'est au fond toute la différence qu'il y a entre une politique d'alternance ou d'une politique d'alternative. Parce que si on comprend la gauche comme une différence en clivage, bon, ben on va alterner. Alors, à un moment donné, c'est nous avec nos préférences. Et puis, non. Mais il n'y a pas si vous voulez, de rupture fondamentale de l'ordre hégémonique. Tandis que la façon dont je propose de définir le populisme de gauche, ben, c'est d'établir une frontière entre nous et eux. Et là, il y a un antagonisme. Hein. Ça, c'est pour ça qu'il me semble important de maintenir ça. Et dernier point à ce propos, moi, je vois ce que j'appelle le populisme de gauche comme étant une alternative à la fois à la social-démocratie, enfin, social-démocratie, c'est plutôt maintenant devenu le social-libéralisme, hein, un certain type de politique, mais aussi à l'autre, à la gauche de la gauche, l'extrême gauche. Et c'est quelque chose qui naît, moi, j'appelle ça un réformisme radical. Et François me disait qu'en fait, je ne savais pas ça, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Paraît-il que Jaurès parlait de réformisme révolutionnaire. Bon, ben c'est ça, c'est dans ce sens-là. Donc, alors, ces réformismes, dans la mesure où bon, ça en commun, si vous voulez, avec la social-démocratie, et on veut s'engager dans les institutions, mais pour les transformer, hein, pour radical. Tandis que ça distingue aussi de l'extrême gauche qui, au contraire, dit non, là, on va pas. C'est pas une question de transformer les rapports de force, de transformer les institutions en s'impliquant dans les institutions. Et donc la guerre de position de Gramsci. Alors j'en viens à mon dernier point, et c'est là où je crois qu'on va pouvoir établir un dialogue fructueux avec François. Bon, comment est-ce qu'on va construire ce nous? Hein, parce que c'est très bien de dire, voilà, il faut, c'est ce qu'il faut faire, mais comment on va le construire? Ça, c'est la pratique, si vous voulez, du populisme de gauche. Ben, je voudrais d'abord, pour commencer, insister sur quelque chose, et pour moi, c'est absolument fondamental, ça. Un nous, c'est toujours une cristallisation d'affects communs. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose que malheureusement, enfin, la gauche en général ne reconnaît pas. Le rôle des affects en politique. Ils sont très rationalistes. On va donner des arguments aux gens pour leur comprendre. Non. Si pour créer un nous, il faut qu'on mobilise des affects communs pour créer des formes d'identification. On en revient au point que je faisais avant sur les identités, c'est toujours des identifications. Bon. Donc, ce peuple, il faut le construire. Il faut le construire. Il ne s'agit pas de représenter un peuple déjà existant. Il ne faut pas non plus l'incarner, parce que souvent le populisme, ils veulent incarner le peuple. Non,
Le peuple, on va le construire. On va construire justement à partir de mobiliser des affects communs. Et alors, mais là, je compte beaucoup sur François pour m'éclairer, mais moi, la façon dont je crois que pour cette stratégie-là, requiert qu'on parte des gens comme ils sont, avec leurs désirs, leurs espoirs, établir une connexion avec leurs ressentis ordinaires, leurs expériences de vie. Pas venir leur dire on va éliminer votre fausse conscience, on va vous dire comme les choses. Non, il faut partir de comme. Il faut que quand on s'adresse aux gens, qu'on le fasse d'une manière qui ait une résonance avec leurs problèmes. C'est pour ça que je crois que si on va leur venir, leur dire vous savez, le problème c'est le capitalisme, ça, ils s'en foutent. Sauf quelques militants, mais bon, le capitalisme, c'est tellement abstrait, le capitalisme. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Je crois que c'est la grande faille de l'extrême gauche. On vient donner aux gens, mais c'est le capitalisme. Non, il faut partir de la façon dont ils voient le discours, en raisonnant avec leurs problèmes. Et là, il y a quelqu'un que, moi j'ai toujours été, vous savez, mon premier livre a été sur Gramsci, je suis donc très imbué, on dit, quoi? Imbué, non, pas imbué, imprégné, imbibé de Gramsci. Et bien Gramsci, il a dit des choses formidables. Par exemple, Gramsci a dit, le peuple sent, mais ne sait pas. Et l'intellectuel, il sait, mais il ne sent pas. Et alors, ça, il ne faut pas l'interpréter dans la manière extrême gauche. Donc nous, l'intellectuel, on va venir dire au peuple ce qu'il doit savoir. On va leur dire, mais vous savez, le problème, c'est que vous avez une fausse conscience. Non, ce n'est pas du tout ça. Gramsci, d'ailleurs, il a une formulation que j'aime beaucoup. Il dit qu'il faut créer une cohésion organique dans laquelle les sensations, passions deviennent compréhension. Donc, c'est vraiment transformer les sensations. Vous avez ça, c'est le rôle, ce que Gramsci appelle l'intellectuel organique. L'intellectuel organique, c'est pas l'intellectuel, c'est les syndicalistes, tous les gens qui ont envoie d'une certaine façon avec des idées sont pour Gramsci des intellectuels. Et les intellectuels organiques, c'est eux qui vont permettre justement de transformer ces sensations, passions dans une compréhension. Je crois que c'est la stratégie à suivre pour établir un nous. Mais alors j'ai une série de questions que je voudrais bien poser à François, mais peut-être que tu commences par dire comment toi tu vois les choses, et puis je passe aux questions, ou bien je te les fais tout de suite. Qu'est-ce que tu préfères? Bon. Un mot. Bon, mes premiers mots seront des mots de remerciement. Ça va le son là? Ouais, bon, j'ai tendance à gueuler moi, alors de toute façon, bon. Mes premiers mots seront des mots de remerciement, parce que vous savez, quand on vient s'asseoir comme ça dans une salle et que vous pouvez exposer vos idées devant des centaines de personnes, ça veut dire qu'en amont du moment où vous venez, à la fois pour moi comme pour vous, c'est qu'il y a des tas de petites mains qui se sont activées pour réserver les salles, pour aller négocier avec la mairie, pour installer les stands et ainsi de suite. Et les grands intellectuels que nous sommes ne serions-nous rien sans ce travail qui permet que les idées continuent à circuler sans que ça passe forcément par le canal des médias dominants. Alors, je voudrais je suis supposé faire la pratique, mais je voudrais dire d'abord le rôle qu'a la théorie dans la pratique. Je vais faire un exposé en 2 points, enfin si j'ai le temps, je surveille mon chrono, mais comment je me suis intellectuellement formé au populisme, et c'est là le rôle de la théorie, le rôle des lectures est important, et dans un deuxième temps, comment dans la campagne que j'ai menée, ça a eu une influence. Vous savez, je suis reporter. Dans Reporter, il y a terre, et il y a une espèce de mythologie du journaliste ou du reporter qui voudrait qu'en gros le terrain ne ment pas. Ça serait lui, qui faisant écho à la formule de Pétain, la terre ne ment pas, mais ça serait, on irait sur le terrain, on verrait le terrain, on écouterait le terrain et on en ressortirait avec des vérités. C'est pas vrai. En amont du moment où on va sur le terrain, où on écoute, où on entend, on est tous habités par une idéologie, par une appartenance de classe, par un tas de choses, par des mythes et ainsi de suite. Et le mieux, c'est d'en avoir conscience pour savoir
comment ça forme et ça déforme notre regard, plutôt que de croire qu'on est là plongé dans une neutralité. Et moi, je sais que dans tous les moments où je me suis retrouvé sur le terrain, mon oreille est formée et déformée par mes lectures, par mes mythes et ainsi de suite. D'ailleurs, moi-même j'ai théorisé, puisque j'ai quand même écrit des bouquins aussi sur le protectionnisme, sur la guerre des classes, ainsi de suite. Voilà. Donc mon premier choc qui va m'amener vers le populisme, c'est la lecture de Bourdieu. Alors j'essayais de lire Bourdieu, un prof en avait parlé en classe, je ne connaissais pas du tout ce bonhomme-là, et puis j'essayais de lire La Distinction et je faisais semblant de comprendre, la reproduction, je faisais semblant de comprendre aussi, et puis je suis tombé sur Questions de sociologie, là où on voit l'apport positif, ce que peut être l'apport positif du journaliste, puisque là en l'occurrence Bourdieu parle à des journalistes, et parlant à des journalistes ou directement à un public, il vulgarise, et on entre, si vous voulez entrer dans la pensée de Bourdieu, pour moi ça se fait par les questions de sociologie, et par ce dernier texte, les questions de sociologie, qui est le racisme de l'intelligence. Qu'est-ce qui résume comme ça? C'est en fait un racisme de classe qui fait que les éduqués méprise les non-éduqués. Et je dois dire, je me souviens de ce moment, je pense que c'était à Noël où j'étais chez mes parents et j'étais sur un radiateur en train de lire ça. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et je ne sais pas si le temps de suspension devant cette page a duré 1 minute ou 1 heure. Parce que ma tête a tourné et parce que ça m'a fait revisiter le monde social, mon univers social, mais aussi ma trajectoire autrement. Je veux dire, moi, venant d'un milieu peu éduqué par mon père, mais je pouvais être enclin, lisant Charlie Hebdo par exemple, Mon Bof de Cabu et ainsi de suite dans Le Canard, à être enclin à du mépris pour la classe dont j'étais issu. Et Bourdieu venait proposer de mettre fin à ça. Il venait, je vais le dire comme ça, mais en lisant ça, je peux passer du mépris du peuple à, disons-le, le choix de l'amour. Alors c'est dit d'une manière, le choix d'aimer, c'est dit d'une manière un peu comme ça, mais je pense que c'est vrai. Par exemple, en lisant ces pages, et c'est absolument pas mentionné à l'intérieur, mais je sais que ça a fait écho en moi immédiatement, j'habite la Somme, à la chasse. Oui, je suis d'une région où on chasse beaucoup. Dans ma famille, on chassait beaucoup. Hein, moi, je suis une famille de bouseux, quoi. Et donc, voilà, on chassait beaucoup. Et moi, je ne chasse pas, mon père ne chasse pas, et j'avais intériorisé ce mépris pour la chasse, qui est aussi le mépris des médias dominants, et qui est aussi le mépris de la gauche pour cette pratique. Et je sais que immédiatement, en lisant Bourdieu, je me suis retourné sur cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a de l'ordre du mépris social dans le rejet de la chasse? Qu'est-ce qu'il y a qui relève vraiment de l'écologie et qu'est-ce qu'il y a qui relève du mépris de classe? Et ça, ensuite, on a fait un papier, ainsi de suite. Et je dirais que j'ai posé la même question sur le camping. Vous voyez, dans Fakir, j'ai réhabilité rapidement le camping. J'étais content parce qu'il y a des profs qui ont lu le truc, qui ont dit « Ah ben c'est bien, tu nous as fait regarder le camping complètement autrement. » Mais j'ai fait, poussant le bouchon un petit peu plus loin, j'ai fait aussi un papier sur la métaphysique du tuning. Vous voyez, donc, c'est-à-dire la réhabilitation de pratiques populaires. Comprendre. Et je crois qu'on passe vite de comprendre à aimer quand même quelque part. Et ça a été sur le football, la pétanque, l'accordéon, ainsi de suite. Non, mais voilà, je relevais tout ce qui relevait du mépris dans les journaux sur toutes ces pratiques-là. Par exemple, moi, concernant le camping, je préfère Franck Dubosc à Liv Boissé de Dupont-Lajoie. Dupont-Lajoie, c'est symptomatique de ce qu'est la gauche. La gauche, dans les années 70, elle produit donc Dupont-Lajoie. C'est quoi? C'est supposé être un Français moyen qui est manifestement bête. C'est le bof à la Cabu. Il va dans un camping, comme tous les ans, il change pas. Là-bas, il picole, il viole une gamine, il la tue, et il dit que c'est les bougnoules qui ont fait ça, et donc ça va partir en sucette là-dessus. Bon, et ben c'est vrai que... Et donc voilà, c'est le regard de la gauche sur le peuple, à ce moment-là. Je dis à ce moment-là parce que je pense qu'il y a eu des changements. Et c'est vrai que je préfère le camping avec Franck Dubosc, et notamment avec c'est quoi le camping de Franck Dubosc? C'est un gars qui arrive dans le camping, il est chirurgien, il méprise ces gens, et finalement, il finit par aimer cette sociabilité populaire. Et il est repris là-dedans. Donc je pense que Camping est plus un film de classe que Dupont-Lajoie. Mais, alors... Camping 2 n'est pas esthétiquement aussi bon,
Ah ouais, mais quand on veut se cultiver, il faut y aller. Mais par contre, le conflit de classe, je suis désolé, je n'avais pas prévu, mais les conflits de classe, il est encore plus prégnant. Pourquoi? Parce que ce camping est en train d'être, les flots bleus donc, est en train d'être racheté par un promoteur immobilier et une forme de résistance et de lutte s'organise dans le camping pour mettre à bas ce projet de marina. Voilà, voilà, c'est comme dans les charlots, on ne mesure pas toujours par où passe l'esprit de lutte. Je veux dire, je parle de ça, moi c'était dans les années 90 et je le dis parce que je pense que on a changé d'époque idéologiquement, c'était vraiment un moment où l'ouvrier c'était un truc ringard. Et c'est tout, quoi. Bon, on a Jospin qui prononce pas le mot et ainsi de suite, mais c'était les déchiens, c'était tout ça. Et je pense que quelque part, on a changé d'époque et je le dis, je pense que les campagnes de Jean-Luc Mélenchon ont contribué à faire passer vers un autre regard sur notre propre peuple, et que je considère comme franchement positif. Donc, dès la fin des années 90, c'est-à-dire dès le lancement de Fakir, quelque part, je suis dans la tentative de compréhension du malaise du petit blanc, pour ainsi dire. C'est alors qu'éclate en 2002, le 21 avril. Alors, on avait eu Jospin qui, lui, allait pas voir camping, il est allé voir 8 femmes de François Ozon. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc. C'est un navet pitoyable. Prétentieux et nul, vide. Et, ouais, bah tant pis. Et ça me paraissait symptomatique, cinématographiquement parlant, que le candidat qui ne prononce pas le mot ouvrier aille voir ce film et fasse savoir qu'il va voir ce film. Ça signifiait quelque chose d'un point de vue de classe. Mais bon, et donc le 21 avril éclate ce mot populisme. Immédiatement, pour moi, je le retourne et je le reprends à mon compte. Je ne veux pas le laisser au Front National, pour ainsi dire. Pourquoi? Parce que je suis par ailleurs un lecteur de Eugène Daby, donc l'auteur de Hôtel du Nord, de Henri Calais, de Georges Hyvernaud, de Yves Gibault. Je ne sais pas si ces noms évoquent quelque chose pour vous, mais c'est un courant qui se revendique du populisme. Et il y avait un prix du roman populisme, et tous ces auteurs ont reçu le prix du roman populisme, et donc ça veut dire que cet adjectif était considéré par eux comme une fierté, et non pas comme une injure. Vous voyez? Et je fais un petit... j'ouvre une parenthèse pour faire écho à ce que disait Chantal sur c'est pas avec capitalisme et puis tout ça qu'on convainc. Moi je crois que, alors je dis que je lis des romans, je crois qu'il faut raconter aux gens des histoires. Il y a un moment je me suis trouvé au congrès de Sud-Douane, Solidaire Douane, c'était au fin fond des Pyrénées, je sais pas trop où, il avait fallu prendre le train pendant des heures, le car, la bagnole, c'était interminable. Je fais mon exposé et tout ça, ça se passe très bien, et l'organisateur, je crois que c'était Eric Benel, je sais pas s'il est là, il vient me voir à la fin, il me dit mais le problème avec toi, c'est que tu fais du storytelling. Mais je dis, mais je comprends pas où est le problème. Si j'arrive à faire du storytelling avec des histoires d'union douanière, dites-moi merci, quoi. Donc voilà, je crois qu'au contraire, moi je serais plutôt pour en faire. Et donc, à ce moment-là, sur le populisme, simplement j'ouvre le Petit Robert, et le Petit Robert a pour seule définition de populisme, et c'est toujours le cas aujourd'hui, courant littéraire s'appliquant à décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Et je pense que les journalistes, notamment, devraient s'en faire une fierté de ce mot plutôt que de le tourner en invective. Et c'est mon raisonnement dès l'époque et je l'écris. Là-dessus, pour avancer dans ma formation idéologique, je lis L'illusion économique d'Emmanuel Todd, qui me paraît être un livre important. De quoi parle Todd dedans? Bon, il parle de plein de choses, mais il parle notamment, ça fait très fortement écho en moi, du divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche. À la fois, c'est-à-dire, en gros, jusque dans les années 80, jusque 1900, on va dire l'élection de Mitterrand, on a 74% des ouvriers qui votent pour François Mitterrand et une vaste majorité des profs, des enseignants. Et à partir des années 80, il y a un divorce matériel, puisque les taux de chômage de la classe intermédiaire et des classes populaires, ils se divisent. On a une multiplication par 3 dans les classes populaires, tandis que ça stagne à peu près dans la classe intermédiaire. Pareil pour les niveaux de vie. Et cette base matérielle entraîne un divorce
divorce sur le plan idéologique, le rapport à la mondialisation, et sur le plan politique, avec des enseignants et une classe intermédiaire qui continue grosso modo de voter pour la gauche socialiste, et de l'autre côté, des classes populaires qui, elles, basculent pas mal, soit dans l'abstention, soit côté Front National. Et quelque chose qui me touche dans le raisonnement de Todd, c'est cette idée qu'il y a une double peine. C'est-à-dire qu'à la condamnation sociale des ouvriers, qui déjà se prennent la mondialisation droit dans la tronche, s'ajoute une condamnation morale, puisqu'ils ont le stigmate d'en plus être accusés de voter Front National. Vous voyez ? Et donc ça, c'est quelque chose qui... Donc, c'est une époque où je réfléchis pas mal sur le protectionnisme, bon voilà, et je veux dire, là c'est aussi un déclencheur de ce que peut permettre la théorie, c'est-à-dire ne pas se sentir seul. Quand on a Todd, quand on a quelques-uns comme ça, on se sent moins seul à penser, on a des gens sur qui s'appuyer. Et ce divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche, on le voit dans les élections, et moi je l'ai vu par exemple dans ma propre ville autour de tout le conflit Goodyear, où Goodyear était très fort, avait un bastion très fort de lutte en interne, mais parvenait pas à faire la jonction avec la ville. Et je me souviens d'un jour où il y a eu deux manifs, il y avait une manif pour la fermeture de Goodyear, et à côté il y avait une manif très classe moyenne pour protester contre des réformes sur l'avortement en Espagne. Et ça me paraissait assez symptomatique que ces deux cortèges qui passent l'un à côté de l'autre, quoi. Enfin, il y en avait un statique, il y avait Goodyear qui passait l'un à côté de l'autre. Et donc, dans ma campagne, c'est un fossé, et de toute façon, je pense que pour toutes nos campagnes, c'est un fossé, ce divorce, c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler. Aussi, dans ma formation idéologique, il y a Terra Nova. Oui, la note de la fondation Terra Nova en 2011 qui dit que grosso modo les ouvriers c'est foutu, il vaut mieux les abandonner au Front National parce que sinon la seule manière de les récupérer c'est de faire du protectionnisme, et comme on ne veut pas le protectionnisme, eh ben, il faut se recentrer sur les cités, sur les enfants d'immigrés, sur les femmes, mais les ouvriers en revanche il faut les laisser tomber. C'est le raisonnement de la fondation Terra Nova, et qui est dit de manière tellement explicite, de la même manière que quand François Hollande, après Florange me semble-t-il, énonce perdre les ouvriers c'est pas grave. Ce sont des choses aussi qui, en contrepoint, participent d'une formation politique et d'un choix d'assumer le populisme. Ensuite, pour mon bouquin La guerre des classes, je discute avec Patrick Lehinck, je ne sais pas si tu connais Chantal, qui est prof à l'université de Picardie, un politologue, non, il n'aime pas ça, un politiste, pardon. Et donc, il me dit, donc je fais mon bouquin sur la guerre des classes et tout ça, et il me dit, grosso modo, jusque dans les années 70, les choses étaient simples. On disait aux gens, les gens pensaient, il y a les petits contre les gros, il y a les salariés contre les patrons, voilà, c'était un monde binaire comme ça. Et après on leur a dit non, les choses sont plus complexes, ça se passe plutôt, c'est un mode de raisonnement archaïque et tout ça. Mais pour les gens, la politique, ça continue de se passer sur un mode binaire. Simplement, quand on a vécu le problème petit contre gros, eh ben, ce sont d'autres modes binaires qui ressurgissent. Et c'est quoi ? Il me dit, ça va être les jeunes contre les vieux, ça va être les assistés contre les travailleurs, ça va être le public contre le privé, mais ça va être aussi, évidemment, de manière plus importante, les Français contre les étrangers. Et voilà, et je dirais, c'est le eux-nous, puisque j'en reviens à Chantal, ça va être le eux-nous qui domine la scène politique française, c'est eux les étrangers contre nous les Français, imposés par Marine Le Pen. Alors là, le rôle de Chantal, pour moi, dans ma lecture, sur son livre sur l'illusion du consensus, d'abord, c'est de me faire dire que, moi, on me dit toujours, ouais, mais t'es toujours dans le conflit, c'est pas bien, vous voyez, je parle toujours d'adversaire, de combat, de conflit, et à un moment, les gens ils me disent, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, et là, finalement, Chantal légitime ce mode de raisonnement avec le modèle adversarial en disant oui, c'est bien, il faut nommer un adversaire, il faut dire qu'il y a un adversaire. Et ensuite, de dire, voilà, il faut substituer aux eux, nous, du Front National, les étrangers contre nous, les Français, un autre eux, nous. Et donc, finalement, ce que je faisais déjà de manière intuitive, là, c'est rendu plus conscient. Mais vous savez, quand vous faites les choses de manière plus consciente, vous les faites de manière beaucoup plus efficace, et avec, je dirais, comme c'est une philosophe, voilà, des grandes universités et tout ça, reconnue, et, bon, vous avez la légitimité pour y aller à fond. Vous comprenez ce que je veux dire ? Alors que, bah ouais, non mais c'est vrai. Alors, je passe, après ce passage par, donc, de Franck Dubosc à Chantal Mousse, ouf. Je passe à la pratique, à ce pari
incertain, mais tous les pareils le sont, de pourquoi, qu'est-ce qui m'intéresse dans le fait d'entrer en campagne. C'est le mot populaire. Je veux dire, je pense que la politique, c'est toujours être habité par des fantasmes. Alors moi, c'est être habité par le fantasme de la Révolution française, des tas de trucs comme ça, quoi. Mais par des mythologies. Alors je pense que pour certains, le fantasme le plus prégnant dans la politique, c'est la domination. Et je pense que moi, je suis habité par un autre fantasme, qui est celui de la communion. Faire communion avec le peuple, en être, alors que je sais... Voilà. Ça me rappelle, moi mon héros, j'ai dit, c'est Maurice Criégel-Valrimont, qui est l'un des libérateurs de Paris en août 1944, qui fait prisonnier l'ambassadeur du Grosse Paris, le général von Choltitz, et qui me raconte que quand il était député, il dormait chez les mineurs lorrains. Et il en garde un souvenir ému, avec le souvenir qu'il faisait à cette époque-là des grandes choses. Oui, moi aussi, je veux dormir chez le mineur lorrain, finalement, et c'est le fantasme qui m'habite. Donc voilà. Alors... Après, là-dessus, comment on fait campagne? Bon, alors je vais vous dire un truc, parce que là, c'est à vous que je dois le dire, puisque c'est une critique de ce que vous pourriez être, donc voilà. Je sais que moi, je suis capable d'animer un premier cercle, de donner la pêche à ce que j'appelle le premier cercle. Vous voyez, les militants, les syndicalistes et tout ça, leur donner la patate, leur donner envie de monter au combat. Je veux dire, j'ai pas fait Nuit debout tout seul, mais enfin, quand on arrive à lever Nuit debout, ce qu'on fait autour de Merci Patron, c'est en s'appuyant sur les premiers cercles. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, quoi. Et je sais en même temps que le premier cercle est un obstacle lui-même au projet populiste, au projet d'être populaire. Pourquoi? Parce que ce premier cercle, sa composition, autour de moi à Amiens, ce sont des éducateurs, ce sont des enseignants, ce sont des assistants sociaux, ce sont des gens qui me ressemblent. Vous voyez, c'est la classe intermédiaire. Et si on se laisse porter par cette classe intermédiaire, on va nous demander de faire des projets sur l'éducation, des projets sur la culture, voire il y en a qui vont vouloir qu'on parle de capitalisme, de libéralisme, de néolibéral, d'ultralibéral, bref. Le projet populiste, il est mort avant d'être né, vous voyez? Eh ouais. Donc, j'énonce d'emblée, je le dis aux camarades qui me sont les plus proches et à d'autres, je n'ose pas l'afficher comme ça, nous ne devons pas être prisonniers de ce premier cercle. Il faut qu'on sache passer par-dessus, il faut qu'on sache le chahuter, il faut qu'on impose de faire autre chose que ce qui serait fait naturellement. Alors, par exemple, il y en a qui voulaient qu'on fasse de la pédagogie. Voilà, il fallait pédagogue. D'abord, donc il voulait un programme. Bon, ça me fait chier, moi, les programmes. J'ai lu l'Avenir commun. J'ai même dit que c'était mon programme, que le programme des communistes était mon programme, que le programme de Nouvelle Donne était mon programme, que le programme des Verts était mon programme. Non, parce que j'y attache une importance limitée, pour une raison aussi, qui est que ce qui est toujours surprenant dans l'histoire de la gauche, c'est pas quand elle pond des beaux programmes, ça on est des spécialistes, il n'y a pas de problème, mais c'est quand elle l'applique un petit peu. Vous voyez ? Donc, non, bon, ceci dit, il y en a qui pensent plus comme ça, donc bon, ils font un programme, donc j'ai dit, voilà, après j'ai fait 115 mesures, bon, je me suis amusé un petit peu, mais... et ils voulaient une campagne pédagogique, par exemple, ils voulaient que je parle des 32 heures. Mais je suis pour sur le fond, hein. Moi je suis plutôt décroissant et tout ça, mais il faut voir que la CGT, elle a tenté de mener sa campagne sur les 32 heures, elle s'est pris le mur. Est-ce que vous croyez que c'est moi, en quelques semaines, dans la première circonscription de la Somme, qui vais réussir à faire changer le mode de pensée sur les 32 heures? Non, on ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, je ne peux pas fonctionner. Alors peut-être qu'une campagne nationale peut se mener d'une autre manière, parce qu'on a plus les médias, on a tout ça. Moi, on a un temps de parole qui est quasiment inexistant pour une élection locale qui en plus vient après la présidentielle, on est complètement étouffé et tout ça. Donc, j'ai dit, on ne peut pas mener une campagne pédagogique. Ce qu'on peut faire, c'est prendre ce qui, dans notre discours, résonne déjà chez les gens. Mais ça ne sert à rien de vouloir faire passer des trucs qui ne résonnent pas déjà. Il faut prendre dans notre discours ce qui résonne déjà, en quelques semaines, de manière efficace. Alors, si je dis il n'y a pas de programme, qu'est-ce que c'est? Sur quoi on peut fonder tout ça? Bon, je vais le dire comme ça, mais je l'ai fondé sur un tempérament. Oui, il y a un moment, la politique, c'est aussi une incarnation, et j'ai incarné
ça. Et je l'ai incarné avec des trucs, il faut leur botter le cul, avec des expressions du genre je me tiendrai droit, je parlerai pour vous, et ainsi de suite. Mais on est là pour incarner ça, et la séquence qui, je pense, le caractérise est mon intervention au César. Alors c'est un truc que j'avais en tête, je me disais, si jamais ça me tombe dessus, bon voilà. Et là, je savais que j'avais 2 minutes, c'est le penalty, vous voyez, c'est le penalty, après, ouais, mais... faut le mettre, quoi. On a 2 minutes là, et le penalty, il faut le mettre. Donc voilà. Et après, au-delà du tempérament, c'est sur une ligne. C'est la ligne Chantal Mouffe. D'ailleurs, je vais vous lire un passage. C'est des slogans binaires. C'est le haut contre le bas, c'est le petit contre les gros. Donc les slogans de nos affiches de campagne, ça a été « Ils ont l'argent, on a les gens », qui est un truc... traditionnel à Fakir, hein, et ça a été un banquier à l'Élysée, point d'interrogation, le peuple à l'Assemblée. Mais toujours sur le mode binaire l'adversaire est là, et voilà nous ce que nous sommes. Alors, je vais vous lire Chantal Mouffe pour les nuls, qui est à peu près ce que j'ai... Ouais. Non mais attendez, bon là je passe ça, j'avais mis dans un autre truc, mais je veux dire, le principal problème qu'il y a dans une campagne comme ça, c'est où on parle aux gens. Moi je savais, j'ai eu la chance, une fois vraiment, d'avoir des électeurs du Front National, à Flics Secours, une dizaine de personnes réunies dans une salle et pouvoir discuter 2-3 heures avec eux. Ça m'est arrivé une fois dans la campagne. Alors peut-être qu'ils sont venus à des meetings et tout ça, mais ça m'est arrivé une fois. Donc je savais au départ que le principal problème, ça serait où je parle aux gens. Vous voyez, vous distribuez un tract, vous parlez à peine aux gens. Vous voyez comment j'ai fait, alors j'ai fait tous les supermarchés, je les ai fait, enfin, jusqu'à temps quand je me faisais pas virer, quoi. Mais voilà, mais finalement vous avez très peu de lieux pour parler aux gens. Et donc, porte à porte, et mon speech au porte à porte est celui que je demandais aux gens de tenir, c'est ça, donc c'est Chantal Mouffe pour les nuls, je voulais voir, c'est court. C'est comme ça, si vous n'avez pas compris, bah... Bonjour. Ah oui, on est à la porte. Vous savez qu'on vit dans un monde où 1% de l'humanité détient plus de richesses que les 99% restants. La dame approuve. Alors, si la dame approuve, on lui a posé une question, elle répond, elle entre dans le jeu. C'est déjà 1 point de gagné. Vous voyez ? Ah bah ouais. Peut-être que vous appartenez aux 1% les plus riches et que pour vous, tout va très bien. Hey. Alors là, faut voir les quartiers dans lesquels on fait ça, quoi. Bon. Donc normalement, là, bon, il y a toujours la possibilité de se faire jeter dehors, mais normalement, c'est la dame rigole, 2 points de gagné. Sinon, il y a un moyen de se défendre, c'est pas le seul, c'est pas le meilleur, mais ça reste le bulletin de vote. C'est quand même avec ça qu'on a obtenu les congés payés, la sécurité sociale, le congé de maternité. Parce que les riches, eux, ils n'oublient pas d'aller voter et de défendre leurs intérêts. Et là, souvent, la dame concluait d'elle-même, « Ah ben c'est bien vrai, ça !» Vous voyez ? Et donc, je pense que ça fait 1 minute 30 quand on laisse un peu le temps, parce qu'il fallait se taper les portes, quoi. Et voilà, donc c'est comment marquer des points sur le une ou alors ensuite. Mon adversaire principal, ça rejoint un peu le truc sur les lieux où parler. Je sais que mon principal adversaire, pour moi, c'est pas le Front National, c'était Pascal Boitard qui était secrétaire d'État de Hollande, c'est pas tout ça, c'est à peine Macron, enfin j'y reviendrai, mais notre véritable adversaire, c'est l'indifférence, c'est l'apathie politique. C'est comment on fait pour sortir les gens de l'indifférence. Alors, oui, il y a un truc sur lequel ça participe de la construction du nous. Comment on fait pour construire du populaire? Alors, moi, j'ai joué... au départ, je voulais mettre gauche debout, et puis j'ai vu que ça passait moyennement. Non, mais voilà, c'est comme ça. Pourtant, moi, j'ai toujours assumé gauche dans la campagne. Mais on s'est intitulé Picardie debout, et c'était, je pense, important pour les gens. C'est une région. La région a administrativement disparu. On est vassalisé par l'île. Je pense que ça a des conséquences sur le plan économique, mais surtout, et c'est toujours l'essentiel en vérité, sur le plan spirituel. Non mais c'est vrai. Et donc, je pense que le fait de s'intituler Picardie debout, j'ai pris comme symbole de campagne la marionnette Lafleur, qui est une marionnette issue de la Révolution française, qui est renée dans les années 30 par des anarcho-communistes. Les gens connaissent pas du tout ça, et plein connaissaient pas Lafleur, mais dont la spécialité est dans les pièces de théâtre de botter le cul aux notables. Et
Et le plus souvent possible, je faisais référence à la grande jacquerie de 1358. Je n'offrirai pas un cours là-dessus maintenant, mais qui sait quand même, quand on parle de la jacquerie, en fait c'est la Picardie, la jacquerie. Hein, et qu'a apporté la Picardie à la Révolution française. Sans la Picardie, alors je suis un peu pan-picard. Pour moi, elle va jusqu'à la Wallonie. Hein. Bah oui, la Picardie historique, c'est ça. Et donc, vous n'avez pas Robespierre, vous n'avez pas Camille Desmoulins, vous n'avez pas Saint-Just, vous n'avez pas Danton et vous n'avez pas Gracchus Babeuf. C'est-à-dire que le cœur de la montagne est venu de Picardie. Alors, Todd a des explications là-dessus, sur le type de famille, des familles très égalitaires, finalement, où dans notre région, mais comme dans d'autres régions en France, l'héritage était partagé à parts égales entre les mâles. Attention. Mais tandis que, par exemple, dans des régions comme le Sud-Ouest, c'était l'aîné qui raflait toute la mise. Et donc avec une propension à accepter davantage l'inégalité. Tandis que dans notre région, la notion d'égalité serait, et finalement c'est l'une des perversions, c'est que cette notion d'égalité, elle aurait trouvé temporairement, je l'espère, mais son canal électoral dans un étrange vote Front National, anti-élite, vous voyez, mais en tout cas, donc voilà. Donc, en tout cas, le plus souvent possible, je ferai référence à des pages de l'histoire de la Picardie, à la Picardie, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on ne fait rien sans fierté. Donc, sans fierté individuelle et sans fierté collective. Il y a une formule de Lao Tse qui dit connaître sa honte, soutenir sa gloire. Ok, on doit connaître toutes les pages de notre histoire dont on doit avoir honte, tout ce que intimement on a fait de catastrophique dans notre existence, et ça ne manque pas pour personne ici, mais aussi on doit continuer à soutenir une fierté. Et je pense que si mon élection a permis d'éprouver quelque chose pour les gens, c'est surtout ça finalement. C'est le retour d'une fierté pour des électeurs, quoi. Donc voilà. Et après, dans le registre populaire, les trucs que j'utilisais, on a fait des matchs de football, hein, le football étant quand même le sport populaire par excellence. Je me suis mis au SMIC, j'ai dit que je me mettais au SMIC, et je ne le faisais pas du tout pour les médias, je le faisais vraiment parce que je savais que les gens, ils disaient, vous faisiez la campagne, ils vous disaient, vous voulez encore vous mettre du fric plein les poches comme les autres, et je ne voulais pas avoir et on peut trouver que c'est nul comme manière de faire, mais ceci dit, ça contribuait à lancer la campagne de manière positive. Enfin, je voulais avoir un camion frites, mais là, le premier cercle a emporté. On a fait des foisses à l'intérieur, personne ne connaît les foisses. Bon, je reste toujours partisan des frites. Et d'ailleurs, c'est bien d'avoir des choix éthiques comme ça dans l'alimentation. Maintenant, si on veut être populaire, il faut s'interroger aussi sur la présence des frites, peut-être. Bon, enfin bon. Et ensuite, je termine, vous me laissez 5 minutes encore, c'est bon ? Whirlpool, il y a quand même le surgissement de Whirlpool dans la campagne. Et je veux dire, il faut dire comme ça les choses tristement pour nous, mais pour moi, c'est aussi une opportunité malheureuse. Malheureusement, tous les 6 mois, on en a un. De toute façon, on a eu Bigard, il y a 6 mois, on a eu Bigard, Goodyear évidemment, et ça. Mais il y a le surgissement de Whirlpool dans la campagne. Maintenant, la difficulté, c'est que la seule qui nationalement a parlé de Whirlpool, c'est Marine Le Pen, qui a bondi sur le truc. Les militants du Front National sont rapidement allés sur le site. Je pourrais faire une longue discussion sur la réalité de l'implantation du Front National dans les usines, mais enfin là n'est pas l'objet. Et donc comment on récupère, comment on fait que Whirlpool redevient neutre, que les gens de chez Whirlpool reviennent avec nous. Whirlpool n'était pas vraiment sur la circonscription, c'était à la Lisière. Il y a plein de gens de la circonscription qui y travaillaient, mais il faut bien voir que l'objectif n'est pas de faire voter les gens de Whirlpool pour moi. Whirlpool est un symbole, c'est le symbole en l'occurrence à ce moment-là du monde ouvrier. Vers qui bascule le monde ouvrier ? C'est tout la bataille qui s'engage pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et celle-là. Où va le vote ouvrier ? Donc qu'est-ce que je fais ? Dès le lendemain où j'ai le feu vert du Parti communiste, parce que moi j'avais plusieurs étiquettes et la dernière arrivée était le Parti communiste, dès le lendemain j'avais mon tract qui était prêt, je suis allé devant les portes avec un truc contestant la réaction du maire et tout ça, et surtout proposant une taxe à 30%. Mais maintenant, vous savez, c'est une leçon que j'ai pris moi de l'UGTG, qui est le syndicat en Guadeloupe où je suis allé au moment du LKP, c'est quand vous distribuez un tract, il faut au moins autant le faire pour écouter, pour recevoir, pour prendre, que pour donner. Et donc, je sens
je sens ce qu'on me donne, enfin, on me renvoie des trucs sur les réfugiés, sur les assistés, et aussi que, grosso modo, ce qu'il faudrait, c'est plus produire Whirlpool du tout. Bon, je fais donc un deuxième tract. Enfin, j'en ai fait toute une série pour reconquérir Whirlpool, où j'y vais carrément. Je dis que je suis pour l'interdiction de tout produit Whirlpool sur le territoire français. Bon, mais après tout, pourquoi pas? Vous savez, 30% ou l'interdiction, allons-y pour l'interdiction. Je veux dire, le mode de raisonnement n'est pas plus bête que ça. Donc, je fais mien la proposition radicale des salariés sur ce point. Alors là, il y en a d'autres qui voulaient qu'on parle de récupération de l'outil de production, de nationalisation, de tout ça. Vous voyez que ça ne va pas passer. C'est bon, on n'est pas là, on n'a pas 8 ans devant nous, enfin, vous voyez, pour reconscientiser les gens et tout ça. Donc, paf, ok là-dessus. Par contre, sur les réfugiés et les assistés, je n'ai jamais lâché. À savoir que je mettais toujours votre adversaire, si vous perdez votre boulot, si les Goodyear ils ont fermé, si Flodor a fermé, si Magnetti Marelli a fermé, ce n'est jamais de la faute des réfugiés, ce n'est pas de la faute des assistés, c'est de la faute des actionnaires. Et il faut donner un visage. Cet adversaire, il ne faut pas seulement dire les actionnaires. Là, je reviens sur le modèle MOUF, mais il faut lui donner un nom, il faut lui donner un visage. Et le problème, c'est que les gens de l'usine eux-mêmes ne connaissent pas le nom de leur propre PDG, c'est-à-dire du décideur de tout ça, ou des fonds actionnaires, des fonds pensions qui détiennent Vanguard Group en l'occurrence. Le PDG s'appelle Jeff Fettig, donc je fais un tract avec la photo de Jeff Fettig, avec la maison de Jeff Fettig, donc il était au bord d'un lac avec un terrain de tennis en extérieur, une piscine en intérieur, 36 salles de bain, enfin bon voilà. Et je leur dis, si jamais tous les jours en sortant de l'usine, vous retrouviez devant ce château, ce nouveau château, eh bien vous auriez envie de le brûler, vous sauriez tous les jours où est votre adversaire. Le problème, c'est qu'ils ont mis, alors j'avais été chercher sur Google Maps et tout ça, mais ils ont mis 7000 ou 6000 km entre les deux. Donc du coup, notre rôle politique, c'est ce rapprochement, c'est d'effectuer ce rapprochement très concret là, entre la décision prise par Jeff Fettig, Vanguard Group et ainsi de suite aux États-Unis et les conséquences sur l'usine d'Amiens. Et je dirais de la même manière ensuite, donner un visage et un nom à l'adversaire. Politiquement, ça a été le visage de Macron, qui pour moi est l'incarnation parfaite de l'oligarchie, donc il n'y a pas de raison de s'en priver, quoi. Je termine en disant quelles sont les réussites. Je veux dire, moi, le cœur de ma campagne, c'était le Val-de-Nièvre. Le Val-de-Nièvre, donc c'est Fixecourt, pour ceux qui ont vu mon film. C'est un bled où il y a eu l'Empire Boussac-Saint-Frère, qui a ensuite été repris par Bernard Arnault. Tout a été vendu. Et aux dernières élections présidentielles, Marine Le Pen fait 41% à Fixecourt. Donc, je dirais que là, du côté de la France insoumise, il va falloir vous poser la question de... Vous avez, ce que j'ai vu dans mon coin, moi, dans ma circonscription, c'est que ça a très bien marché dans les quartiers populaires, dans les cités, quoi. Mais en revanche, dans les zones périurbaines, pour moi, ça n'a pas marché. Dans ma circonscription, ça n'a pas marché. Donc là, il y a des questions à se poser sur... pour devenir majoritaire à la prochaine élection, il va falloir reconquérir ces zones périurbaines. Ce que Christophe Guilluy, que je n'ai pas cité tout à l'heure, appelle les périphérisatones. Et donc, la réussite, je veux dire, électoralement parlant, c'est qu'on passe de 41% Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle à 41% François Ruffin au premier tour des législatives et 73% au deuxième tour. Mais de manière plus intuitive, il y a ces beaux moments où j'entends cette expression, même des gens qui me disent, entre les deux tours, mon parti, il n'est plus là, on a bien compris quel était son parti, mais vous êtes pour l'ouvrier. Je suis désolé, c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé magnifique, cette expression mise au singulier, vous défendez l'ouvrier. Et ne serait-ce que pour avoir entendu ça quelques fois, j'ai encore entendu hier à la gare d'Amiens, je ne sais pas quel serait le résultat électoral, je ne sais pas ce qu'on va parvenir à faire durant les 5 ans, mais rien que pour avoir entendu de temps en temps cette expression « vous défendez l'ouvrier, vous êtes pour l'ouvrier », j'ai gagné. Vous voyez, nous avons gagné. Après, les limites de la chose, pour en donner une image, ça s'est passé lors de 2 dimanches, et il faut que ça se passe de manière plus régulière, ce type de vote-là.
Il faut quand même signaler qu'il y a eu plus de 50% d'abstention, donc on ne peut pas dire que j'ai mené, ma victoire contre l'indifférence était totale, quoi, loin de là. Ensuite, pour donner une image de ça, je me souviens donc la veille du vote, et je pensais que du coup, vous savez, moi je fonctionne avec des petites intuitions comme ça sur des images. J'étais sur le parking de l'Intermarché de Berthaud-Cours-les-Dames et je ne cessais de distribuer des tracts, d'aller voir les gens. Comme c'était la veille, j'avais plus le droit de distribuer de tracts. Vous savez, il y a ce petit truc dans la loi électorale qui fait que vous croyez que vous devez vous arrêter le vendredi soir, mais non, en fait, vous avez le droit encore de faire plein de choses le samedi, juste vous n'avez pas le droit de distribuer de tracts. Donc on a distribué les poésies à la place, on a fait une manif avec laissez parler votre cœur, vous voyez. Bon, mais donc sur le parking de l'Intermarché de Berthaud-Cours-les-Dames, l'une des bagnoles, il y a une Saxo verte, il y a un mec qui a la soixantaine à l'intérieur, qui est bedonnant, il est avec sa femme, il bougonne, je discute avec lui, je me dis mais s'il faut y aller, il ne faut pas laisser les riches voter et tout ça, et au fur et à mesure, je n'arrive pas à le sortir de cette apathie. Il y a des tas de fois où j'ai réussi, mais là j'échoue. J'échoue et ce mec, il me dit qu'il a été à la CGT, je crois même chez Whirlpool, mais des années et des années auparavant, et j'échoue à le faire aller voter. Et bien ce mec-là, il faut que vous fassiez voter dans 5 ans, ou j'espère bien avant, mais voilà, ce mec-là, il faut réussir à aller le sortir pour la prochaine fois, et on ne gagnera pas, si j'ignore son prénom, mais si ce mec dans sa Saxo verte ne trouve pas le chemin des urnes lors des prochaines élections. Bon, alors, François, bon, il me semble qu'il y a 2 points où il y a vraiment une résonance très forte entre les choses que j'ai défendues et ce dont tu as parlé. Bon, par exemple, bien entendu, la question de la frontière, qui pour moi est absolument centrale. La politique, ça a à voir avec ça, la création d'un nous, un eux. Bon, donc oui, il y a 2 points sur lesquels je crois que ça vraiment on est sur la même longueur d'onde. Définitivement la question de la frontière, le nous-eux. Et aussi, par exemple, que tout ce que tu as dit, ça résonne tout à fait, il me semble, avec ce que j'ai dit à la fin sur le fait qu'il faut partir des gens comme ils sont, avec leurs désirs, leurs expériences, et pas venir leur dire, ben voilà, vous savez, c'est le capitalisme, vous avez ta faute consciente. Bon, ça, je crois que c'était très bon. Et par exemple, moi, je trouve que la référence, par exemple, c'était génial de nommer le mouvement Picardie debout. Parce que ça c'est des choses justement qui résonnent très fort. Je crois Oh, ça va? Je vais pratiquement le manger, ça met au micro. Bon, oui, non, ça, je trouve ça. Parce qu'il y a aussi il y a une espèce. S'il vous plaît, Chantal elle va parler plus près, mais il faut aussi que les gens qui quittent l'amphi le fassent dans le calme. Sinon, les gens qui restent dans l'amphi ne peuvent pas entendre. Voilà, merci. D'accord, ça va. Donc, oui, là, je crois que c'est vraiment très important partir des... Et aussi, bon, ça a à voir avec une question qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est la façon... On a beaucoup critiqué Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise sur le fait que, par exemple, maintenant, à la manifestation c'était quelle date, là, du 18 mars, bon, les cocardes, le drapeau, chanter la Marseillaise, tout ça, bon, il y a une certaine gauche pour qui vraiment, ça refuse. Moi, je crois que c'est très important, cette dimension-là. Par exemple, il est évident, on ne peut pas laisser à Marine Le Pen l'identification nationale. Vous, en France, vous avez... Vous avez un grand avantage en France qui n'existe pas dans d'autres pays, c'est la Révolution française. La tradition républicaine française est une tradition qui est... Non, mais je ne peux pas parler comme ça. Tradition républicaine est une tradition révolutionnaire, une tradition d'égalité, de justice. Donc, il y a moyen, on peut très facilement faire référence à la nation, à la patrie d'une manière progressiste. Hein?
Ça, je crois que c'est vraiment important. Et le fait de partir, donc, bon, ben, Picardie debout, c'était génial, je trouve, parce que vraiment, c'est quelque chose qui mobilise les affects. Hein? Les gens se reconnaissent là-dedans. Bon, donc, je vois toute une série de points sur lesquels on est vraiment d'accord. Alors, il y a une série de questions que je voudrais poser. Je ne pense pas qu'on soit en désaccord, mais je crois qu'il y a certainement là, bon, ta sensibilité va un peu dans le sens, enfin surtout, la manif, et je crois que c'est important, hein, c'est vraiment important, parce que justement, le grand problème de la fameuse, ce qu'on appelle, les Espagnols disent la izquierda entre comillas, non, la gauche entre, comment est-ce qu'on dit ça, entre guillemets, pour se référer au PSOE, hein, bon, pour dire que c'est pas vraiment la gauche. C'est justement de ne pas avoir compris cette importance et de développer une chose complètement cosmopolite, universaliste, cette dimension-là, c'est vraiment important. Donc, là, on est d'accord. Mais moi, il y a... et bon, évidemment, dans ton coin, et ton objectif, si tu veux... Bon, oui, non, parce qu'en fait, ce que je voulais dire à propos non, mais c'est... À propos de l'izquierda entre comillas, c'est que, c'est une gauche qui a complètement abandonné les classes populaires. Hein. Moi, j'ai défendu depuis longtemps la thèse que ce qui est en général, disons, en France, c'est évident, mais aussi dans d'autres pays, la montée du populisme de droite, c'est la conséquence des politiques social-démocrates qui ont abandonné, justement, les classes populaires, parce que... Eh ben, c'est facile à comprendre d'une certaine façon. Bon, une fois qu'on accepte qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale, bon. Et alors qu'est-ce qu'on va avoir comme discours par rapport aux secteurs qui sont justement ce qu'on appelle les perdants de la globalisation? Alors, c'est beaucoup plus simple de dire, mais ça, ce sont des demandes archaïques, réactionnaires. Bon, c'est Terra Nova, quoi. Donc, on n'a pas à se préoccuper de ça. Nous, on va s'occuper des classes moyennes. Bon. Donc, on a laissé ici en France, on a offert les classes populaires à Marine Le Pen. Donc là, il est absolument certain, il y a tout un terrain qui est très important à faire, à récupérer. Mais bon, alors, il y a deux moments où dans ta présentation, tu as fait un peu, enfin, tu as indiqué ça, qui est moins... Bon, si on va établir une majorité, la majorité, bon, comme tu l'as dit très bien, il n'y a pas uniquement... Il y a les périurbains, oui, donc il y a toute cette question-là, mais il y a aussi... toute une série c'est pour ça que j'ai insisté en fait que ce peuple doit articuler toute une série de demandes qui sont des demandes très hétérogènes, qui sont les demandes des classes populaires, mais il faut aussi comprendre que dans ces classes populaires, de plus en plus maintenant, on doit inclure les classes moyennes. Les classes moyennes qui sont précarisées, qui sont paupérisées, qui peuvent justement se reconnaître. On doit avoir un discours par rapport à ces gens-là. On doit avoir aussi un discours par rapport même, disons, en dehors des classes moyennes paupérisées. Bon, il y a un discours très important, c'est pour les jeunes. Hein. Les jeunes, parce que finalement, s'il y a un secteur de la population aujourd'hui dans les pays européens qui souffre le plus, ce sont les jeunes. Hein. Ça, il faut absolument avoir un discours pour les jeunes. Ça, ce qui est formidable, par exemple, moi je vis en Grande-Bretagne, la mobilisation qu'il y a autour de Jérémy Corbyn, à travers Momentum, à travers les jeunes, c'est extraordinaire. Il a réussi à avoir un discours qui a mobilisé les jeunes, et les jeunes qui justement avaient un peu perdu intérêt dans la politique. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Mais il y a aussi, alors ça tu as fait référence comme une difficulté, en tout cas on voit que tu vois que c'est important, c'est quand tu te parlais, par exemple, les deux cortèges qui se sont croisés, le cortège Whirlpool et le cortège, si je me souviens bien, c'était pour lutter en faveur de l'avortement en Espagne. Bon, ça fait référence justement au troisième type de demandes auxquelles je me référais. Bon, les demandes de reconnaissance, les modes féminisme. Bon, là, je sais que ce n'est pas exactement ta sensibilité, mais je crois que c'est vraiment important aussi de tenir compte de ça. Il faut, si on va créer un peuple, il faut
il faut articuler toutes ces demandes. Il ne suffit pas simplement de donner une voix aux classes populaires. C'est important. Mais il y a aussi toutes ces autres demandes sont des demandes démocratiques. Hein, et le peuple de gauche doit être un peuple qui est formé de ces demandes. Et moi, j'irais même encore un petit peu plus loin, parce que, bon, il y a beaucoup de discours, ici en France particulièrement, je dois dire, où on oppose les perdants de la globalisation aux gagnants de la mobilisation. Hein? Et ça bon, c'est certain. Ça. Mais, et d'une certaine façon, bon, ben finalement, les gagnants de la mobilisation, alors, si vous voulez, en fait, c'est l'inverse de Terra Nova, c'est-à-dire ça, c'est foutu pour la gauche. Nous, il faut... Et moi, je crois qu'il devrait y avoir moyen de gagner à la cause populiste de gauche une série de secteurs de gens qui sont parmi les gagnants de la globalisation, qui ont et surtout, il y a un thème qui, à mon avis, est fondamental, c'est le thème de l'écologie. Parce que... Réfléchissez un moment. Hein? Alors là, ça c'est aussi à voir avec ma réflexion théorique sur un sujet, un agent social. C'est toujours créer, enfin c'est une articulation de ce qu'on appelle des positions de sujet. C'est-à-dire, bon, ben, vous êtes un ouvrier, mais vous êtes aussi un homme, vous êtes blanc, vous êtes peut-être homosexuel, toute une série de positions de sujets à partir desquelles on peut avoir justement des luttes, des demandes. Hein, et il n'y a aucune raison pour laquelle ça soit votre position en tant qu'ouvrier qui va déterminer plus votre conscience. Tout ça, c'est une question d'hégémonie. Quels sont les discours qui, à un moment, vont vous construire? Et je crois que on devrait pouvoir développer un discours par rapport à donc des gens qui, au fond, si vous voulez, ben, se portent très bien avec la situation actuelle, ils ont bon salaire, ils sont des gagnants, mais on peut leur dire, oui, mais mais aussi ils sont des parents, ils ont des enfants. Hein? Alors on va leur dire, bon, c'est très bien pour vous, mais dites-moi quel monde est-ce que vous préparez pour vos enfants? Est-ce que vous voulez justement que les problèmes écologiques, on en arrive à un moment catastrophique? Donc je crois que sur cette question-là, on peut les récupérer, les faire mettre en question par rapport à leur identification, si vous voulez, avec la globalisation néolibérale et les gagner à un projet comme celui de la France insoumise. Parce que pour ça, moi, je crois que cette majorité, cette articulation, il faut qu'elle soit le plus large possible. Bien entendu, elle ne sera jamais 100%. Alors là, justement, là, cette chose que j'insiste beaucoup, moi, je ne crois pas à la possibilité d'un monde sans conflit, d'un monde où il n'y aura pas de nous, eux. Il y aura toujours. Mais le eux peut être justement réduit il faut le réduire au groupe le plus petit possible. Il faut gagner. Il faut faire un nous qui soit le plus extensif. Donc là, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important, de penser, pas penser uniquement en termes de classes populaires, mais aussi avoir une stratégie hégémonique. Alors là, il y a un domaine, j'en reviens encore à Gramsci, qui est très important là-dessus, c'est la transformation de ce que Gramsci appelle le sens commun. C'est-à-dire, je crois que ça devrait être une question prioritaire. Et ça implique aussi, par exemple, de penser l'économie de manière différente. Moi, par exemple, écoutant les débats ici en France, je trouve ça assez étonnant de voir comme d'une certaine façon, tout le monde prend comme allant de soi que, sauf bien entendu la France insoumise, mais que le problème de la France, du chômage, c'est parce que, bon, il n'y a pas assez de flexibilité, ils prennent, bon, tout le monde dit oui, d'accord, donc il faut, mais c'est pas vrai, il faut transformer ça, il faut mettre en cause fondamentalement cette idée d'économie. Bon, on vous parle, les marchés ne vont pas permettre ça. Bon, d'accord, et toi, ah oui, non, les marchés, on ne peut pas faire ça, les marchés. Non, mais là il faut vraiment qu'on se batte à ce niveau-là pour faire penser d'une économie qui soit vraiment une économie différente, qui ne soit pas une économie comme celle qu'on nous considère, qu'on nous présente ça comme étant, bon, voilà, c'est ça que Gramsci appelle le sens commun. C'est comme on voit les choses, c'est ça, le naturel, ça va de ça. Mais ça ce sens commun, c'est le produit d'une construction hégémonique. Et là, il faut vraiment lutter contre ça. Et je crois que c'est aussi un domaine dans lequel on peut parvenir, si vous voulez, à désagréger le bloc. Parce qu'au fond, ce qui est en jeu, il y a un bloc
hégémonique qui a été créée autour de certaines, la finance, qui est en crise. Hein, il est en crise. C'est pour ça que ça nous donne une possibilité d'intervenir. Et il faut justement essayer de le désagréger, d'intervenir pour gagner à une cause qui soit une cause de transformation sociale, toute une série de gens qui aujourd'hui, oui, non, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Les marchés, la flexibilité. Non, là, il y a un domaine qui est très important. Donc moi, au fond, j'insiste surtout, je ne pense pas que tu sois en désaccord, mais c'est aussi important quand on pense à la stratégie, surtout pour la France insoumise, surtout pour comment est-ce qu'on va construire une majorité. Voir toute une série de demandes qui sont des demandes qu'on ne peut pas réduire à la contradiction capital-travail. Ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Alors, je vais laisser François répondre. Juste, il est 15h35. Alors, il est 15h35. Normalement, on devait finir à 15h30, mais comme on a commencé un petit peu en retard, on a pris un petit peu plus de temps. On va laisser François répondre. Il faut qu'à 16h, il y ait une nouvelle conférence. Il faut le temps qu'on vide l'amphi et qu'il y ait l'amphi d'après qui se... Voilà, il faut qu'on finisse à 15h45, 15h50. Donc, il vous reste 10 minutes. Voilà, parce qu'on a déjà pas mal parlé. 10 minutes, un quart d'heure, grand maximum. Allez, François, à toi. La question qui est posée par Chantal, si j'ai bien compris, c'est quel est au-delà du monde ouvrier, quel bloc on construit. Moi, le conflit capital-travail, la notion de classe reste centrale pour moi dans la politique et dans mon mode de pensée. Aussi, il faut voir de où je regarde le monde. Je regarde le monde depuis Amiens, depuis la Picardie, c'est-à-dire depuis la ligne de front qui s'est pris, terre ouvrière, qui s'est pris cette mondialisation droit dans la figure. Et je suis d'autant plus attentif à défendre ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde parmi les intellectuels, si je peux me permettre de me considérer dans ce registre-là, il n'y a pas eu beaucoup d'intellectuels pour tenter de porter haut cette parole-là, alors qu'il y a eu sans doute d'autres formes de lutte qui ont bénéficié de davantage d'appui dans les médias ou dans l'univers intellectuel. Bon, voilà, c'est... Bon. Ah ben c'est sympa de me laisser la parole, Chantal. Bon, d'accord. Bon. Je suis absolument d'accord avec ça. Je crois qu'il y a eu une tendance justement de privilégier. On a abandonné les demandes de la classe ouvrière et on a, ça c'est surtout par exemple très clair ce qui s'est passé aux États-Unis, la victoire de Clinton, ce que Nancy Fraser appelle le néolibéralisme progressiste. Là, il y a eu une polarisation entre d'un côté, si vous voulez, qui est en fait très clair dans la victoire de Trump. Hein. Donc toutes les questions des qu'on appelle les minorités ont été, si vous voulez, se sont défendues. Il y a ici quelque chose qui, à mon avis, est important de comprendre. C'est la façon dont, si vous voulez, des demandes démocratiques peuvent être détournées, que leur... dimension subversive. Par exemple, je ne sais pas s'il y en a parmi vous certainement qui ont lu le livre de Boltanski et Chapello, Le nouvel esprit du capitalisme. Il montre très bien comment toute une série de demandes, qui s'appelle la critique artiste, tu auras le droit de répondre. Ont été détournés. En fait, c'est exactement ce que Gramsci appelle une révolution passive. Hein. On satisfait cette demande, mais en les retournant, en les détournant, pour empêcher que leur dimension subversive, pour neutraliser la dimension subversive. Bon, donc ça, c'est certain. Et je suis tout à fait d'accord aussi que, il y a eu beaucoup trop trop, c'est peut-être pas le mot, mais enfin on a privilégié de manière, à mon avis, inacceptable, les demandes de mouvements sociaux par rapport aux demandes ouvrières, d'accord. Mais il ne faut pas faire la même chose dans l'autre sens. Je veux dire, il ne s'agit pas maintenant, ce qu'il faut faire, et c'est pour moi, ça c'est central dans un projet de populisme de gauche, c'est une articulation de ces demandes. Il ne faut pas...
il faut pas dire, ah bon, maintenant, tant pis, tout ça, le féminisme, tout ça, bon, ça, non, maintenant on en revient. Non, non, non. Il faut trouver une moyen d'articuler ces demandes. Et juste un dernier mot. C'est possible. C'est possible. Je suppose qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu un film, à mon avis, magnifique, Pride. Hein? Vous l'avez vu, bon, où on voit justement la façon dont tous des groupes LGBT ont allé lutter avec les mineurs en Grande-Bretagne. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile, mais je crois qu'il y a moyen, ça doit faire partie de notre volonté de créer une hégémonie. Il faut articuler ces demandes. Hein? Bon. Alors, on sent la prof, hein, vous voyez. L'élève a demandé la parole. Je parlais de Todd tout à l'heure et du divorce des deux corps sociologiques de la gauche. De toute façon, je pense qu'il y en a un qui a été abandonné et dont on nous disait qu'il était perdu et qu'il n'était pas récupérable. Je dirais que ma petite campagne montre que c'est pas vrai, que c'est récupérable. Donc ça, c'est une chose. Et il y a le deuxième cœur sociologique qui est le monde enseignant, pour faire bref, hein, la petite bourgeoisie culturelle, vous appelez ça comme vous voulez, qui, elle, n'est pas perdue pour l'instant. Elle est encore là, elle se raccroche. Donc évidemment, je mets l'accent sur ce qui est perdu. Maintenant, je vais vous dire, il s'agit donc j'ai fait un travail que je n'ai pas mentionné là, mais ce qu'on appelait un travail de labo, où on réunissait 15-20 personnes là, qui étaient plus que classe intermédiaire. Je déteste l'expression classe moyenne, on pourrait s'expliquer là-dessus, mais enfin, classe intermédiaire, avec des enseignants pour avoir un tract spécifique au monde enseignant, avec les commerçants artisans aussi, pour avoir un tract spécifique commerçants artisans. Vous savez, c'est pas seulement pour que les commerçants artisans ils votent pour vous, c'est aussi parce que ce sont eux, ils génèrent de la parole. Et si on montre qu'on s'intéresse à eux, il peut y avoir enfin voilà, on est accepté plus largement que seulement par le monde ouvrier. On a fait la même chose sur les médecins, tout ce qui est hospitalier, ainsi de suite. Donc il y a eu un travail. Maintenant, je considérais que, compte tenu de ce que je suis, c'est-à-dire appartenant à cette classe intermédiaire et étant valorisé par cette classe intermédiaire, parce qu'il faut bien voir que, par exemple, Merci Patron est un film qui parle des ouvriers, mais qui a été massivement vu, lui aussi, d'abord par la classe intermédiaire. Donc je dirais que j'avais un ancrage, j'étais beaucoup plus naturel et beaucoup plus immédiat quand on avait le capital culturel et le capital intellectuel que j'ai dans la classe intermédiaire, et qu'il y avait sans doute moins de travail à fournir, et que je pensais que sur ce volet-là, électoralement parlant, ça rentrerait plus facilement. Donc voilà. Maintenant, il faut voir que dans ce qui est... Il y a un deuxième divorce à combattre. Il y a ce divorce, on parle de Todd, entre la petite bourgeoisie culturelle et les classes populaires, mais il y a ce divorce au sein des classes populaires. Pour moi, il se caractérise dans ma circonscription entre les quartiers nord d'Amiens et Flix-Secours. C'est-à-dire Flix-Secours qui vient dire du mal des Arabes, et quand on va au quartier nord d'Amiens, où on entend du mal des petits blancs qui se reproduisent entre eux, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a aussi un gros boulot, et je dirais, c'est là que passe l'efficacité du Front National, puisqu'ils parviennent, je crois que moi, mon principal reproche au Front National, ça serait presque de neutraliser les voix des classes populaires en les divisant. Vous voyez? En les divisant en mettant en avant la religion et la culture, et en oubliant sans doute les intérêts matériels qui, là, pourraient rassembler les classes populaires des quartiers et les classes populaires des campagnes. Donc il y a un travail à faire sur ce double divorce, je le dis, interne aux classes populaires, et ensuite avec les classes intermédiaires. Maintenant, sur l'écologie, parce que c'est pas une donnée, moi je vais vous dire, c'est la donnée qui m'inquiète le plus. Je considère que le social, il y a des hauts, il y a des bas. Bon, maintenant, ça baisse depuis 30 ans pour une raison qui est la libre circulation des capitaux et des marchandises au niveau mondial. Voilà, ça baisse depuis 30 ans. Je pense qu'il y aura un reflux, ça va repartir dans le bon sens pour nous à un moment ou à un autre. C'est long quand on vit dans ce temps-là, et pour les gens qui se prennent ça dans la face, c'est long, mais je pense qu'à un moment, ça va revenir. Maintenant, je suis beaucoup plus inquiet sur le plan écologique, parce que ce qui est détruit ne sera pas reconstruit. Il n'y aura pas de phénomène réversible. Donc, je veux dire que j'ai régulièrement évoqué la question écologique dans la campagne. Par exemple, je parlais de ce débat avec une dizaine de gens qui votent ouvriers, enfin des classes populaires en tout cas, qui votaient massivement Front National, et où notamment, très concrètement, pour eux, j'aurais dit, écoutez, moi je vis maintenant, nous n'avons plus d'hirondelles.
Moi, quand j'étais gamin, il y avait toujours les hirondelles qui volaient bas et tout ça. Quand il y avait de l'orage, on savait que maintenant, on vit dans notre région, il n'y a quasiment plus d'hirondelles. Est-ce que vous, demain, vous avez envie de laisser à vos gamins un monde sans hirondelles? Bon, est-ce que tu me permets là ici? D'accord. Oui, non, on avait dit qu'on allait s'interrompre. C'est la première fois que je t'interromps. C'est la deuxième fois. Mais c'est toi qui m'avais dit on va s'interrompre. Ça va faire du conflit. Non, mais... Bon, non, mais d'accord. Toi, tu dis... Mais est-ce que tu serais d'accord avec moi qu'on peut, sur la question de l'écologie aussi, diviser donc, les classes... qui profitent de la globalisation. Parce que mon argument, c'était, bon, il y a moyen, sur cette question, de les récupérer, de les faire s'opposer au modèle actuel, parce que ça c'est, à mon avis, c'est bien entendu. Bon, il y a une chose qui me semble, mais ça, ce n'est pas une critique, parce qu'en fait, je crois que de toute façon, on peut... Bon, on ne peut pas travailler partout, hein, il faut avoir une priorité. Toi, dans ton coin, tu as ta priorité. Bon, et tu fais un travail formidable, je le reconnais. Mais je crois qu'il faut tout de même aussi insister que, bon, finalement, j'ai l'impression que tu t'intéresses surtout aux questions sociales en termes sociologiques. Moi, par exemple, tu dis, bon, oui, mais il y a les enseignants et tout ça. Mais moi, ce que je voudrais insister, c'est que, bon, il y a aussi des demandes démocratiques qui sont des demandes qui ne sont pas en termes d'intérêt économique ou d'intérêt, qui est justement la question de la lutte contre le racisme, la question de la lutte contre le sexisme. Ça, il y a des formes d'antagonisme qui sont différentes, qui ne peuvent pas se réduire à la question sociale. Alors, c'est vrai, j'insiste, je suis d'accord avec toi, on a eu trop tendance récemment à mettre l'accent là-dessus et à abandonner la question sociale. D'accord, mais seulement il n'est pas question maintenant d'abandonner les demandes justement qui vont voir les autres. Simplement, il faut, et ça c'est un défi très 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 important, c'est pas facile, mais il faut trouver la façon de créer une volonté collective. Attends, François, je vais te laisser répondre. Ouais, moi, j'ai conclu. Juste pour dire que c'est une réponse et une conclusion, parce que là, il est déjà 47. Bon, d'abord, je pense que il y a une certaine forme de division du travail idéologique et de division du travail politique qui fait que tout le monde ne fait pas tout. Bon, voilà. Et donc, c'est pas parce qu'on ne fait pas ça qu'on considère que c'est pas important. Même si, je le redis, pour moi, la question de la classe et la question du capital travail et de la répartition des richesses demeure le conflit central. C'est vrai. Mais c'est pas une raison pour oublier le reste. Je termine simplement sur l'écologie et Whirlpool. Je termine là-dessus. Comment... donc j'ai eu des tas de trucs, mais par exemple sur le cas Whirlpool, comment parler d'écologie ? Je veux dire, je disais très clairement, moi je suis partisan de la décroissance, grosso modo, appelons ça la croissance. Vous savez, je suis accroissant comme on peut être agnostique, c'est-à-dire que c'est une donnée que je veux évacuer de mon univers politique. Bon, mais je ne vais pas parler comme ça devant chez Whirlpool. Par contre, si on peut avoir des discussions, et la grève est aussi, puisqu'il y a eu une grève pendant ce temps-là, est aussi un moment où on peut discuter davantage que de tendre un tract à la sortie de l'usine. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas partisan de la production de sèche-linge sur Amiens. Et je l'ai dit aux ouvriers de Whirlpool. Et pourquoi ? Parce que, je veux dire, on s'est passé de sèche-linge pendant des millénaires. Le vent fait efficacement son travail. Ou mon sèche-linge Bernard Arnault, là, dans ma salle de bain. Ça fonctionne. Donc, on n'a pas besoin de ça. Et quand on demande aux ouvriers de chez Whirlpool, est-ce que vous avez un sèche-linge ? Ben non, on n'en a pas. En revanche, un lave-linge, ils en ont un, et moi aussi j'en ai un, et je vois mal comment me passer de lave-linge, honnêtement. Donc voilà. Donc, et la production historique sur le site d'Amiens, c'était des lave-linges qui sont partis en Slovaquie, à Poprad, en 2002. C'est le premier conflit que j'avais vraiment suivi. Donc, ça me donnait une légitimité sur le terrain aussi. Mais donc voilà, là se pose la question. En fait, je veux dire que la question, elle est pour moi la même. Si on prend la question, là c'est la question démocratique. Comment on peut choisir les productions qu'on va faire à Amiens ? C'est une question démocratique. Et ça pose la question environnementale à un double niveau, qui est les productions dont nous ne voulons plus, parce que nous ne raisonnons pas en termes de profit, mais d'utilité, et on ne veut plus produire de lave-linge parce que voilà, c'est nuisible à la planète, et aussi... de sèche-linge, pardon. Et aussi
où est-ce qu'on les produit, parce que là, on va se retrouver, le cœur de la consommation de sèche-linge demeure en Europe du Nord, Benelux, France, en gros, Allemagne aussi, et on va se retrouver à faire circuler des camions à travers l'Europe sur des milliers de kilomètres. Bon, donc ça pose la question environnementale, et ça pose aussi, évidemment, c'est comme ça que quand même je l'abordais d'abord, la question sociale, c'est-à-dire que c'est quand même aux gens d'Amiens de décider de ce qu'ils veulent faire. Et leur sort ne doit pas être décidé à 6000 km de là. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fois sur le plan démocratique, environnemental ou social, on a en fait la même lutte. C'est la lutte du bas contre le haut, c'est une lutte qui est une lutte contre l'oligarchie. Et voilà, je pense que là, on a un nœud qui est là, et que de toute façon, on ne tranchera pas ça, on ne tranchera pas de manière dissociée les questions environnementales, des questions sociales ou des questions démocratiques. Merci. Bon, ben, je pense qu'on finit sur un point d'accord. 1 minute, Chantal, hein, parce qu'après, il faut vraiment qu'on s'arrête. Bon, ben, sur ce dernier point, je suis d'accord avec toi. On ne peut pas séparer ça. Et c'est vrai, bon, la question démocratique, c'est la question fondamentale. D'ailleurs, bon, c'était en fait une question que j'aurais voulu te poser. Mais c'est dans quelle mesure est-ce que justement, dans ta campagne, est-ce que le thème de la démocratie, c'est un thème qui était marquant? Tu vois ça? Parce que non, là sur ces dernières choses que tu as dit, je suis complètement d'accord. Donc, bah, finalement, on a un accord de fond. Allez, je propose qu'on remercie encore nos 2 intervenants. Merci beaucoup. Merci de votre attention et de votre patience, parce qu'on a mis un peu de temps pour débuter. J'espère que vous serez aussi motivés et aussi déterminés tout à l'heure. On continue.